Ézéis est heureux de vous présenter Du Verbe à l'Action. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Verbe à l'Action, d'une émission que vous appréciez particulièrement. Merci de nous le dire et d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous regarder. Vous le savez, dans cette émission, nous établissons des passerelles entre l'univers de la littérature et aujourd'hui du roman policier et l'entreprise. Voilà pourquoi nous avons le privilège de recevoir Bernard Minier. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, Bernard Minier, qu'on ne présente plus, auteur de romans policiers, sans doute l'un des plus prolifiques en France, et de talent bien sûr, avec cet ouvrage, Les Effacés, aux éditions XO, dont on va parler, dont on va s'inspirer pour notre émission. Et avec nous, un habitué, et on est ravis de le retrouver. Benoît Crouzatier, bonjour. Bonjour Lionel. Ravi de vous accueillir. Ézéis, bien sûr, avec les métiers de service, les métiers du soft. On connaît bien votre entreprise. On va parler aussi de l'univers de la sécurité, puisqu'on est vraiment à plein dans ce domaine-là, avec les inspirations et la documentation de Bernard Minier, et une thématique aujourd'hui, puisqu'on parle des effacés, ces femmes qui sont dans votre livre kidnappées, assassinées, mais qui sont des femmes de l'ombre, qui se lèvent tôt le matin pour travailler, alors que parfois certains sont encore au lit. Eh bien, il y a notamment donc des kidnappings et des meurtres de ces femmes-là, celles que l'on appelle les effacées, les invisibles. Et notre thématique nous a inspiré. Les invisibles sont-elles aujourd'hui indispensables dans notre société et dans le monde de l'entreprise ? Voilà un sujet qui va être particulièrement passionnant. Pour commencer, Bernard Minier, moi j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes penché sur le cas de ces effacés. Pourquoi ça vous a inspiré particulièrement ? En réalité, c'est venu, pas par hasard, mais presque. J'avais l'idée d'écrire un roman qui se passe en Galice, en Espagne déjà, puisque j'ai un personnage qui s'appelle Lucia Guerrero, qui est l'enquêtrice principale, qui fait partie de la Guardia Civile. Et c'est la deuxième enquête avec ce personnage-là. Et j'avais l'idée de situer ce roman en Galice, parce qu'à chaque nouveau roman, à chaque nouvelle enquête de Lucia, on se déplace dans une autre région d'Espagne, étant donné que son service est central et peut être projeté partout. Et j'ai été en Galice dans un port qui s'appelle Malpica, qui est sur ce qu'on appelle la Costa de la Muerte, qui est un endroit absolument magnifique. Très tôt le matin, je regardais avec l'intention de voir les bateaux de pêche qui sortent du port. Et Malpica, ce port, il est enclavé dans des espèces de remparts. C'est assez impressionnant comme paysage. En haut des remparts, il y a des immeubles résidentiels. Et je voyais ces femmes qui presque rasaient les murs très très tôt le matin, alors que d'ordinaire, moi je ne suis pas levé, je suis encore dans mon lit, et qui rasaient les murs et qui partaient au travail. Alors elles partaient soit à la fabrique de glace, parce qu'il y a une grande fabrique de glace sur place, ou bien nettoyer des bureaux, etc. C'était en fait ces femmes presque invisibles qui sortent de chez elles pour aller au travail avant que le reste de la population soit éveillée ou se lève à peine. Et puis qui disparaissent quand nous, enfin moi j'ai été fonctionnaire avant d'être écrivain, quand on arrive dans les bureaux, elles sont déjà parties, elles ont rempli leur office. Et en même temps, ce même jour, ou le lendemain, je lisais un article qui parlait d'une des plus grandes fortunes espagnoles, une femme, une ultra riche en quelque sorte, et je trouvais ce parallèle intéressant. Donc j'ai essayé de le reproduire dans ce roman, puisque non seulement il y a effectivement ces effacés qui sont kidnappés, dont on retrouve les corps 5 jours plus tard, qui sur une plage, qui dans un champ, mais à côté de ça, il y a aussi une des plus grandes fortunes d'Espagne qui est assassinée dans sa résidence madrilène, et le tueur a laissé ce message tuant les riches sur le mur de la résidence, et je me suis dit c'était un parallèle que Lucia soit quelque part déchirée entre ces deux enquêtes, une du côté des humbles et une du côté des puissants. Et on peut faire un lien effectivement avec les clivages qui existent dans notre société aujourd'hui, entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler les riches ou les ultra-riches, et puis les personnes de l'ombre que l'on ne connaît pas et qui pourraient être considérées, sans que ce soit péjoratif, comme les pauvres. Pour se pencher sur le cas justement de ces invisibles ou de ces effacés, vous, ce sont des personnes que vous employez, que ce sont des collaboratrices dans le cadre de vos entreprises, Benoît Crouzatier. Exactement. Alors, ce sont déjà des collaboratrices, puisque dans les métiers du soft service, que ce soit le nettoyage ou tous les autres métiers, on a quand même une population qui est majoritairement féminine.
Voilà, c'est culturel, enfin pas culturel, mais c'est comme ça, quelles que soient les entreprises. À 78%, une population femme, qui, exactement comme en Galice, le matin, prend le premier RER, le premier métro, le premier train, à des heures auxquelles tout le monde dort, tous ceux qui, en tout cas, ont des travails de bureau, et qui disparaissent à 8h du matin, 8h30, parfois 9h, pour essayer de faire en sorte que les locaux soient sains, soient propres, soient sécurisés, soient agréables, soient accueillants pour les personnes qui vont les utiliser après, l'ensemble des utilisateurs. C'est des personnes qu'on ne voit pas, qu'on voit absolument jamais, mais qui sont absolument nécessaires pour le bien-être d'une entreprise. Le chef d'entreprise que vous êtes a-t-il un regard différent ou différenciant sur ce type de population, puisque manifestement, on ne les voit pas? Alors c'est une population qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on les connaît bien, et moi ça fait 20 ans que je les connais bien, est une population extrêmement courageuse. Il n'y a pas grand monde qui serait prêt à se lever à 4h du matin, si je prends le cas de Paris, à 50 km de Paris, puisque on est quand même sur une population avec des faibles revenus, donc une probabilité qu'ils aient un appartement dans le 7e, elle est quand même relativement faible. Plutôt des gens qui sont éloignés dans les 2e, 3e, banlieue parisienne, qui chaque jour se lèvent, sont souvent à temps partiel. Souvent, ces personnes-là ont des enfants à charge, avec toutes les difficultés que ça engendre pour l'éducation des enfants, les accompagner à l'école, c'est quelque chose qu'ils ne font jamais, absolument jamais, ils ne sont pas là à ce moment-là. Et donc, c'est des gens, en tout cas moi chaque jour, quand je me regarde dans la glace, je pense à eux. Et je me dis, mais heureusement qu'ils sont là, on ne pense pas souvent à eux. Et pour autant, sans eux, on ne pourrait pas faire. Cela veut dire, Bernard Minier, que ce sont des gens, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont indispensables, qui sont ancrées dans la société, effectivement, et ce depuis très longtemps, évidemment, mais qui sont encore indispensables dans notre société qui est vouée au modernisme, à la technologie, à l'intelligence artificielle, on en parlera tout à l'heure. Ce sont des populations dont on a vraiment besoin. Oui, et ce qui est... Effectivement, ce qui est un peu... pourquoi j'ai voulu les mettre en avant dans ce roman, entre autres, c'est parce qu'on n'en parle jamais. Effectivement, on parle tout le temps d'intelligence artificielle et ça va avoir sans doute un impact en partie, ou en tout cas, ou peut-être plus qu'en partie, sur ces populations et sur ces métiers, comme sur plein d'autres métiers du reste. Mais on n'en parle jamais. Moi, quand je suis... alors maintenant, je suis plus dans les bureaux, enfin mon bureau c'est chez moi, donc chez moi c'est différent. Mais à l'époque où j'étais fonctionnaire, je me rappelle que... Dans les douanes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Le soir, quand on faisait des heures sup, parce qu'elles se lèvent soit très tôt le matin, ou alors elles passaient très tard le soir, ce qui effectivement a pour conséquence qu'on rentre aussi très tard chez soi. Et on les voyait arriver aux dernières heures, quand une partie de... Et oui, moi j'ai toujours pensé à ces gens-là, je ne sais pas si c'est un métier qu'on fait longtemps, si on ne le fait pas en nécessité, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas de diplôme, parce qu'on n'a pas et qu'on a besoin de vivre. Mais la société ne pourrait pas tourner. Si demain, ces gens-là n'étaient pas là, tout s'arrête, quelque part, je pense. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la patte humaine, en fait. En tant qu'écrivain, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les individus. Je le dis souvent, je crois que c'est Milan Kundera qui disait ça. Milan Kundera disait que l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et la littérature s'intéresse d'abord aux individus. La philosophie, la science, etc. généralise. La littérature s'intéresse à chaque individu en particulier, pris aussi bien dans son existence sociale que dans sa vie intime la plus secrète. Et c'est ça, au fond, que fait la littérature. Elle braque son projecteur sur quelques personnes. C'est la victoire du particulier sur le général, quelque part. Oui, mais dans votre ouvrage, est-ce aussi, dans le sous-texte, hein, évidemment, parce qu'il y a les deux enquêtes, les riches d'un côté, les effacés de l'autre, est-ce que c'est aussi une manière de signaler qu'il y a une très grosse différence entre ce qu'on pourrait appeler entre les riches et les pauvres? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, et notamment en France aujourd'hui. Et qui s'agrandit, parce que du coup, je me suis penché sur les grandes fortunes espagnoles pour écrire ce livre, parce qu'en général, j'essaie de faire mes devoirs avant et de savoir de quoi je parle. Vous documentez beaucoup, hein? Oui. Je considère que j'ai cette responsabilité de savoir de quoi je parle. Ouais. Les lecteurs me font confiance, donc
Et je me suis renseigné un peu sur les fortunes des ultra-riches en Espagne. Alors, j'ai oublié les chiffres, hein, mais c'est pas les chiffres de Elon. On parle tout le temps, en ce moment, on parle d'ailleurs tout le temps des mêmes choses, des mêmes personnes. C'est un peu... On finit par être dans une espèce de tunnel informationnel où on parle toujours d'Elon Musk, de Jeff Bezos, on fait des plus grandes fortunes. Mais on oublie qu'en Espagne, il y a des très grosses fortunes. Le PDG de Zara, il y a aussi beaucoup de... j'en parle dans le livre. Certaines de ces fortunes, pas toutes, hein, mais certaines de ces fortunes sont un héritage du franquisme. C'est-à-dire qu'à l'époque de Franco, il avait un petit cercle autour de lui qui gérait le pays, quelque part, économiquement, parce qu'il n'avait pas les compétences pour le faire. Et ces gens qui s'occupaient, qui des chemins de fer, qui du BTP, etc., ont bâti des fortunes absolument colossales. Et très souvent, quand la transition démocratique a eu lieu en Espagne, ces gens ont continué à gérer leur fortune. Ils sont passés de franquistes à autre chose, mais on les a replacés à la tête des chemins de fer, du BTP, et leurs héritiers ont continué à exploiter ces fortunes-là. Donc on a beaucoup de grandes fortunes espagnoles, je ne sais pas quelle est la proportion dans les 10, qui sont aussi des héritages du franquisme. Pas tous, hein, loin de la Zara, par exemple, ce n'est pas le cas. Et cette personne qui est donc assassinée fait partie cette femme fait partie de ces héritières qui ont réussi à faire prospérer leur héritage et même à le multiplier. Oui, effectivement. Et on est dans une forme de... C'est une fiction, évidemment, mais de réalité, puisque vous vous êtes documenté par rapport à cela. Benoît Crouzatier, est-ce que vous voyez également dans l'emploi de ces effacés, vos collaboratrices notamment, les collaborateurs, mais majoritairement des collaboratrices, un lien social aussi, parce qu'on parle de la différence entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire les chefs d'entreprise qui sont dans la case des gens plutôt aisés, et puis ces personnes effacées qui sont peut-être un peu moins aisées manifestement. Est-ce que vous y intégrez, vous, un lien social dans votre politique de management, dans votre relation avec ces populations? Alors oui. Déjà, le management, c'est déjà du social. Pour manager des équipes, avoir envie de les faire évoluer, les motiver, puis c'est vraiment ça qui compte. Il faut être proche d'elles. Donc le lien social, on l'a, on le garde, on le renforce, et on s'évertue à faire en sorte qu'il soit toujours là. Et d'autant plus que ce qui est important de comprendre, c'est que ces personnes qui arrivent tôt le matin, qui ne sont jamais vues, ont créé par là une distorsion émotionnelle dans la société. C'est-à-dire que vous ne considérez les personnes qu'à partir du moment où vous les côtoyez, vous les connaissez, vous connaissez leur histoire et vous pouvez discuter avec elles. Voilà, si demain, je vous demande ici qui nettoie les locaux de 6h à 8h le matin, qu'est-ce qu'elle pense, quelle est son histoire, je pense qu'il y a à peu près personne qui est capable de me répondre. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre métier, donc c'est normal en même temps. Mais donc, vous n'avez plus cette émotion. Et à partir du moment où on coupe l'émotion, quelque part, on dépersonnifie les personnes. Ça devient quelque chose qui est presque comme un objet, qui est récurrent. Les locaux sont propres, les locaux sont propres. Nous, notre responsabilité, c'est de créer cette émotion avec l'ensemble de nos collaborateurs pour les accompagner, savoir qui ils sont. Et ces collaborateurs, et là, on parle des collaboratrices, mais pareil, et ça, c'est la chance de notre métier, ont souvent des histoires incroyables. Parce que se lever à 4h du matin pour avoir 36 contrats d'1h30 chacun qui permettent péniblement de survivre et d'alimenter 2 ou 3 enfants, il faut avoir le courage, la force de caractère. Et souvent on se dit, mais comment font-ils ? Comment font-ils ? Histoire incroyable, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous raconter un profil incroyable, des personnes, des personnes qui arrivent d'Afrique noire, de pays qui sont en guerre, qui arrivent en France sans papier, qui se débrouillent pour réussir à avoir leur premier papier tout en travaillant, qui acceptent des conditions de travail au début qui sont horribles. Donc ce qu'on appelle le travail au noir, puisque quand on n'a pas de papier, il faut bien trouver des solutions, dans des cuisines ou alors à faire délivrer des services que personne n'accepterait de délivrer, qui arrivent à se battre, à avoir leur papier, derrière qui continuent, qui ont un employeur, qui vont en chercher un deuxième, travaillent le matin à partir de 6h, qui finissent le soir à 22h, enfin c'est des gens incroyables, et qui ont, en fait, de par leur base, les drames qu'ils ont connus dans leur pays, une force de caractère qui est extraordinaire. Oui, tout à fait. Du reste, moi, dans un de mes premiers romans qui s'appelait Le Cercle, il y avait un de ces personnages qui nettoyait aussi des bureaux et qui venait d'Afrique noire et qui, pour arriver en France,
était passé à l'époque, alors ça date déjà de 10-15 ans, il était passé par le Sahara, enfin par le désert, il avait traversé, donc il avait été rançonné, racketté par les Touaregs, parce que les hommes bleus de Le Clésieux, c'est bien joli, mais les Touaregs, c'est aussi des rançonneurs et des racketteurs et des gangsters, il y a de tout. Hein. Et ensuite, il avait été racketté par les passeurs libyens. Puis il s'était retrouvé à Malte dans un espèce de camp, c'était à l'époque, il s'était retrouvé, je crois, c'était sous la présidence de Sarkozy, il s'était retrouvé à Malte dans une espèce de camp où dans des conditions sanitaires absolument épouvantables. Hein. Et en plus avec des Maltais qui étaient totalement hostiles à cette présence-là sur leur sol. Et c'était l'ambassadeur de l'époque qui est aussi écrivain, je crois que c'est Rondeau, qui avait, sous la présidence Sarkozy, fait rapatrier en France, je ne sais pas, 90 de ces migrants qui étaient parqués à Malte pour qu'on vide un peu ces camps-là. Et il se retrouvait donc en France grâce à cette initiative, sauf qu'il avait des diplômes, et ces diplômes ne lui servaient à rien. Oui. Et il se levait le matin pour aller nettoyer des bureaux. Voilà, c'est des histoires comme ça. J'ai eu le même cas, en fait, avec un Syrien, quand il y a eu le début de la guerre en Syrie, qui a été obligé de tout abandonner, puisqu'il avait été identifié par le gouvernement de Bachar al-Assad, bon ou mauvais, je ne me prononce pas, enfin c'est pas mon sujet, hein, mon propos est complètement apolitique, et donc il s'était retrouvé à devoir tout abandonner. Et en début de guerre, la revente de sa maison est un peu compliquée quand même. Donc c'était surtout l'abandon de la maison. Il avait passé ses économies à prendre un billet d'avion pour lui, sa femme, ses 2 enfants. Le reste de ses économies dans une petite location, un appartement de 36 mètres carrés à 4, dans un quartier pas possible, en périphérie de Paris. Et en fait, ce mec-là était docteur généraliste en Syrie. Et ce qui était assez... je ne sais pas si c'était drôle, c'était pas drôle. En tout cas, ça a permis à chacun de prendre conscience de la situation. C'est qu'on l'avait positionné sur un site à La Défense, alors je ne vais pas citer le client, peu importe, sur lequel il y avait eu un arrêt cardiaque d'un des collaborateurs du client, donc d'un des utilisateurs du site. Personne ne savait utiliser les défibrillateurs. Et lui qui était en train de passer l'aspirateur parce qu'il fallait qu'il paye son loyer, etc., arrive, chope le défibrillateur. Et il lui sauve la vie. Tout le monde dans l'étage dit non, fais pas ça, tu sais pas l'utiliser, tu vas l'électrocuter, il va mourir. Et l'autre le fait parfaitement, il lui sauve la vie. Ouais. Et il dit mais attendez, moi, ça fait 15 ans que j'étais médecin en Syrie. C'est ça. C'est génial. Ça pourrait figurer dans un ouvrage de Bernard Minier, effectivement, cette anecdote, ça pourrait pourquoi pas vous inspirer. Si vous parlez des effacés, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions XO Bernard Minier, et si elles sont, ces femmes, les victimes aussi d'un tueur, est-ce que c'est une manière de les mettre aussi dans la lumière, de mettre leur catégorie professionnelle dans la lumière, même si elles sont victimes de votre talent et de votre tueur, est-ce que c'est une manière aussi de pouvoir, pas de manière militante, mais de pouvoir mettre un peu plus en avant ce genre de personnalité? Oui, alors pas de manière militante, parce que je l'ai souvent dit, je ne fais pas de la critique sociale. Alors je sais que certaines simplifications parfois dans la critique sociale sont très prisées d'une certaine critique. Moi, je montre la complexité des choses. Enfin, j'essaie de montrer que tout est complexe, comme je l'ai dit, et il y a du bon et du mauvais partout, évidemment. Mais oui, l'idée, c'était de montrer ce gap entre ces 2 catégories de population qui, finalement, ne se croisent pas, comme on l'a dit, puisque les uns arrivent, les autres ne se croisent quasiment jamais. Et là, elles vont se croiser à travers le personnage de l'enquêtrice, finalement. C'est elle qui fait le lien entre les 2. Et on a un gap qui est de plus en plus grand, puisqu'on a des fortunes de plus en plus colossales d'un côté, et on a des gens qui sont dans la précarité de l'autre. Et avec l'intelligence artificielle qui va arriver, je pense que ça ne va pas s'arranger du tout. Du tout. On y vient justement à l'intelligence artificielle. Avant de vous céder la parole sur ce sujet, Bernard Minier, j'aimerais savoir si les catégories, les collaborateurs, les collaboratrices dont on parle, ces postes, ces emplois-là, avec le modernisme, la technologie, l'intelligence artificielle, ce genre d'emploi tend à disparaître.
Je dis pas forcément chez vous, hein, oui, non, mais en général dans la société. Alors en fait, tout le monde s'accorde à dire que oui. Moi, j'en suis moins sûr. Moi, je suis moins certain de ça. Ça fait l'intelligence artificielle s'est largement développée au cours des 3 dernières années, mais la robotique existait déjà depuis 10-15 ans. Ça fait 10-15 ans que j'entends dire, tu sais, demain, un aspirateur passera seul, une autolaveuse passera seule, etc., et tout se fera seul, et ça sera génial. Bon, j'y crois pas pour 2 raisons principales. Le premier, c'est que ce soit le nettoyage ou tous les métiers de service, l'intelligence humaine apporte le soin supplémentaire. C'est-à-dire qu'un robot, si je le paramètre pour qu'il nettoie ce bureau 1 fois par semaine, il va le nettoyer 1 fois par semaine, qu'il soit propre ou sale. Et si je mets du coca dessus, ou du café, du thé, ou que je mange un sandwich, le robot est programmé pour le nettoyer 1 fois par semaine. Il va le nettoyer 1 fois par semaine. Alors après, on va me dire, oui, mais il peut trouver que, en fait... C'est ce que j'allais dire. Bon. Avec l'IA, c'est plus tout à fait certain. Ouais, c'est plus tout à fait certain, mais il va encore se passer un peu de temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tous ces travailleurs, ces invisibles, ces effacés, on les appelle comme on veut, aujourd'hui, ont la chance de trouver un emploi grâce au métier de service, principalement. Il y a aussi la grande distribution, qui a un très bon ascenseur social. On n'est pas seul sur le marché à offrir des opportunités à ces effacés. Je ne sais pas, d'un point de vue social, comment on pourra assurer une transition. Il faut en tenir compte, en tout cas. Vous, en tant qu'écrivain, est-ce que vous êtes impacté par cette évolution et cette intelligence artificielle qui peut faire peur parfois, parce que là ça va très très vite, on a l'impression que c'est un train qui est lancé à 150 km/h et qu'on ne peut pas arrêter, et donc il va falloir faire avec. C'est là où je nuancerai ce propos, c'est que ça va très vite en réalité. Trop vite. Il y a quand même une accélération. Effectivement, pendant 20 ans, 30 ans, on a parlé de robotique. La robotique et les ordinateurs, ça existe depuis très très longtemps. Mais là, tout d'un coup, on a une accélération assez considérable. Et je pense que oui, ça va impacter plein de domaines de la société. Moi, dans mon métier, pour l'instant, ça va encore, mais ça commence. Je sais que un peu moins les écrivains, mais les scénaristes aujourd'hui. Alors, je ne vais pas citer les chaînes concernées, mais on sait très bien que sur ces chaînes aujourd'hui, les scénaristes de séries télé utilisent l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Ça, on le sait, pour développer, pour structurer, pour construire le. Moi, je m'en sers pas encore. Mais je suis pas convaincu qu'il n'y ait pas des confrères qui n'aient pas commencé un peu à tester la chose. Alors évidemment, je suis comme tout le monde. J'ai testé ChatGPT avec un confrère bien connu. On lui avait demandé d'écrire un texte à la manière de Bernard Minier. Bon, c'était pas génial. Enfin, j'espère que j'écris mieux que ça. Mais d'accord. C'était pas dans le style de Bernard Minier, ce texte-là. En tout cas, il y avait des tueurs en série, il y avait de la neige. Donc déjà, ça veut dire qu'il avait lu mes bouquins. D'accord. mais manifestement, il ne les avait pas écrits. Mais c'était pas très convaincant, non. Moi, j'y ai demandé personnellement à ChatGPT une fois de m'imaginer une histoire qui se passe dans la montagne, un peu à la manière de Ils étaient 10. C'est-à-dire un milliardaire qui a une maison extraordinaire dans la montagne et qui invite 10 personnes. Et ces personnes meurent les unes après les autres, et d'imaginer le coupable le moins soupçonnable possible, parce que c'est le principe du jeu. À la fin, il faut que le coupable soit... Le lecteur ne l'ait pas deviné. Et donc, ChatGPT m'a imaginé un alpiniste, un scientifique, etc. Bon, très bien, pas mal. Et ChatGPT me dit, le coupable le moins soupçonnable possible, c'est le milliardaire. Et là, je me suis dit, bon, ça va, pour l'instant, il y a encore du boulot. On n'est pas près de... Voilà. Mais ça va venir parce que ça va très vite. Bill Gates dit qu'il ne faut jamais se moquer d'une intelligence artificielle enfant. Parce qu'il y a ça apprend très très vite ces choses-là. Donc, je ne suis pas sûr que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils ne soient pas capables d'écrire mieux que nous. J'en sais rien. Ouais, ça peut rendre des services, effectivement, notamment en matière de santé. Le progrès, et tant mieux, ça va aller très très vite. Mais absolument. Il peut y avoir aussi des effets... pervers, en matière de sécurité aussi, qui est un domaine qui vous concerne particulièrement. Est-ce que vous avez des craintes autour de cette course folle sur Aucune crainte sur la partie sécurité. En revanche, ça sera l'association machine et intelligence artificielle. Voilà. Parce que dans la sécurité, il y a une présence physique à assurer qui fait que, de par la loi, de par les réglementations, de par tout un tas de choses, sur la sécurité incendie notamment,
dès qu'on est dans un immeuble de grande hauteur ou autre, il faut absolument avoir des personnes qui ont un certain niveau de certification, bon, peu importe c'est des SIAM, mais voilà, et ça, alors on peut compléter par des machines, par de l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas retirer l'homme. Sur le nettoyage, on pourrait imaginer demain retirer les hommes et les femmes. En France, c'est, je ne sais plus, c'est 400 000 ou 500 000 salariés qui travaillent dans le nettoyage. C'est pour ça que je dis, l'impact social, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le gérer demain. Est-ce que ces métiers qui, entre guillemets, n'ont pas de valeur ajoutée, comme d'écrire un roman ou d'être docteur ou faire autre chose, en tout cas, sur lequel il faut mieux réfléchir et avoir quelques diplômes supplémentaires. Est-ce qu'on saurait gérer cet impact social et dire, enfin moi je pense toujours à la crise des Gilets jaunes, hein, et dire à ces gens qui finalement, ces collaborateurs, ces hommes, ces femmes, qui ont des niveaux de vie qui sont, en fait nous on est le dernier rempart vers la misère, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est des gens qui sont en survie, hein, ceux qui travaillent pour nous. Pas imaginer qu'ils vont au resto tous les week-ends. Et je me dis, est-ce qu'on est capable de gérer cet impact social ? Aujourd'hui, peut-être à tort, et encore je ne suis pas sociologue, mais je ne vois pas comment. Donc, voilà. Et sur le médical, par exemple, puisqu'on parlait du médical, ça a aussi évidemment des avantages énormes. Moi, je pense à un médecin généraliste. La médecine n'arrête pas d'évoluer. Elle évolue tous les jours. Donc, un médecin généraliste, il doit sans arrêt se réformer, réapprendre, s'améliorer. Et je crois qu'il y a 500 000 revues médicales qui paraissent dans le monde. Aucun médecin, aucun humain au monde ne peut absorber toute cette information. C'est pas possible. Alors que l'intelligence artificielle, elle peut le faire. Ouais. Et très vite, elle pourra émettre un diagnostic. Donc, ça sera un outil, pour le coup, très puissant pour le médecin. Ouais. On va conclure avec ça, parce que le temps qui nous est imparti va s'achever dans quelques instants. Bernard Minier, pensez-vous que dans l'imaginaire d'un romancier comme vous, qui est souvent proche de la réalité, d'une certaine réalité, l'intelligence artificielle puisse devenir un serial killer ? J'ai déjà écrit un livre qui s'appelle Même le bord de l'abîme, dont l'un des personnages principaux était un chatbot baptisé Deus, qui ressemblait, alors je l'ai écrit avant ChatGPT, mais voilà. C'est beaucoup à ChatGPT. C'était une prédiction de votre part. En fait, j'étais quand même bien renseigné sur ce qui allait se passer dans les mois et les années à venir. Et alors ça peut très bien être un serial killer, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'un assassin utilise l'intelligence artificielle pour, en quelque sorte, améliorer ses compétences. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, comme l'ouvrage de Bernard Minier, Les Effacés, aux éditions Itso. Et on a passé un très très bon moment à votre compagnie, Bernard Minier, et avec vous, Benoît Crouzatier. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. C'est toujours une émission magnifique. On passe de très très bons moments, on échange et on prolonge ce plaisir. Merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Ezeis a été heureux de vous présenter Du Verbe à l'Action.